Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler sorties, pour parler séries, pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, nous allons parler d'une sortie au cinéma que j'attendais avec impatience tellement elle a été repoussée. Le nouveau film Marvel, mais qui n'appartient pas au MCU, mais plutôt au Sony Cinematic Universe. Le Cinematic Universe que Sony essaye de créer autour des quelques licences Marvel qui lui appartiennent encore. Nous parlons donc de Morbius, le nouveau film avec Jared Leto, qui s'est fait une réputation de film nullissime. J'ai vu qu'il était moins bon que Venom, j'ai vu que c'était le pire film de la décennie, le pire film depuis 20 ans, le pire film de super-héros. Alors j'en ai vu des vertes et des pas mûres, du coup j'avais pas beaucoup d'attentes en allant le voir. Alors est-ce que je suis d'accord avec tous ces avis? On en parle juste après. Alors, Morbius est un film qui devait sortir initialement le 5 août 2020. Il a été repoussé par 4 fois et c'est finalement en mars 2022, le 30 mars 2022 précisément, qu'il est enfin arrivé dans nos salles. C'est un film de 1h44 de type super-héros action-aventure qui est donc issu d'un héros de l'univers du Marvel Comics. Alors attention, ce n'est pas un film du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, qui est sous la direction de Disney. C'est un héros de Marvel, mais sa licence appartient à Sony, de la même façon que la licence de Spider-Man et que la licence de Venom notamment. Il faut savoir que pour les Spider-Man de Tom Holland, donc Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home qui est sorti récemment, Sony et Disney se sont entendus pour du coup faire apparaître le Spider-Man de Tom Holland dans le Marvel Cinematic Universe de Disney, mais ils ne se sont pas entendus sur tout. Ainsi, des films comme Venom, par exemple, ne sont pas supposés appartenir au Marvel Cinematic Universe. De même, initialement, des héros comme le Spider-Man de Andrew Garfield n'appartenaient pas au timeline MCU de Disney. Cependant, le dernier film Spider-Man No Way Home a un petit peu bouleversé le game et du coup moi les attentes on va dire que j'avais sur ce film Morbius c'était à chaque fois rencontrer ce nouveau héros mais également en savoir plus et surtout savoir si finalement ces espèces de films qui appartiennent à Sony et qui sont très lointainement rattachés au MCU allaient grâce à No Way Home commencer à se rapprocher, voire à fusionner avec le Marvel Cinematic Universe. Donc j'avais vraiment deux attentes par rapport au film Morbius. Première attente, découvrir ce héros que je ne connais absolument, enfin ce anti-héros que je ne connais absolument pas. Ensuite, voir Jared Leto au cinéma parce que je l'adore, moi je l'adore depuis 30 Seconds to Mars qui est son groupe de musique, voilà, ça fait très longtemps, c'était dans ma jeunesse, il y a fort longtemps avant la Seconde Guerre mondiale et avant la télé en couleur. Je rigole évidemment, mais j'aime vraiment beaucoup Jared Leto, c'est un peu du fangirling, soyons honnêtes. J'avais très envie de voir Jared Leto au cinéma et troisièmement, j'avais envie de voir ce que No Way Home allait changer pour ces espèces de films qui sont dans l'entre-deux, qui sont pas vraiment dans le MCU, mais qui appartiennent quand même à l'univers Marvel puisqu'ils sont rattachés à Spider-Man. Concernant Morbius, il faut savoir que c'est une sorte de anti-héros, donc qui est plutôt une sorte d'ennemi / antagoniste de Spider-Man, donc qui appartient plutôt à la partie Spider-Man de l'univers Marvel, qui est apparu pour la première fois en 1971 dans les comics. Il apparaît sous le dessin et la plume de Roy Thomas ainsi que de Gil Kane. Ce n'est pas forcément l'antagoniste anti-héros le plus connu de l'univers Marvel, ce n'est pas non plus le plus connu parmi ceux que va rencontrer Spider-Man. Honnêtement, moi je ne le connaissais pas avant qu'on annonce un film dessus, je me suis un petit peu renseignée par la suite, mais c'est vraiment pas un héros que je connais particulièrement. Moi j'ai le sentiment que le Marvel Spider Universe que Sony essaye vaguement de mettre en place, qui a commencé et qui a fait ses armes avec Venom 1, puis l'année dernière Venom 2 qui était très douloureux, essaye un petit peu de s'intéresser à des héros un peu moins connus. Là, on nous met Morbius à l'écran, donc un héros un petit peu gothique, inspiré du mythe du vampire. Et l'année prochaine, en 2023, on va accueillir Kraven the Hunter, que je ne connais pas non plus, qui avait apparemment été teasé en 2014 pour le potentiel Amazing Spider-Man 3, qui n'a jamais vu le jour. Donc est-ce que ça va être la réapparition du Spider-Man d'Andrew Garfield à l'écran? Je prie fort, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous donnais mon avis sur No Way Home. Moi, j'adore le Spider-Man de Andrew Garfield et je trouve que Andrew Garfield, depuis qu'il a fait les Spider-Man, c'est un acteur qui a vraiment évolué très positivement. Je suis d'ailleurs déçue qu'il n'ait pas eu l'Oscar cette année, je vous en ai parlé. J'aime beaucoup Andrew Garfield et depuis qu'on a vu No Way Home, j'aimerais vraiment que la timeline du Spider-Man d'Andrew Garfield continue et qu'on ait plus de films avec lui pour qu'on en sache plus sur sa vie. On a eu quelques échos dans No Way Home où on voit que
C'est pas forcément facile tous les jours pour lui parce que bon, il a eu des pertes, etc. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais est-ce que le fait, l'espèce d'apparition qu'il va y avoir de Kraven the Hunter l'année prochaine en 2023, est-ce que ça sera synonyme du retour de Andrew Garfield, puisque normalement il avait été teasé pour Amazing Spider-Man 3? Ce serait hyper souhaitable. À voir, parce que pour le moment, au vu de ce que nous montre l'évolution de ce Sony Marvel Spider-Verse, on n'est pas forcément convaincu. Mais à voir, en tout cas, moi, c'est l'espoir que j'ai. Il faut comprendre que Sony est vraiment pas très à l'aise avec le fait qu'ils possèdent la licence Spider-Man. Bon, déjà parce que je pense qu'ils sont très largement écrasés par Marvel. Mais ils sont pas vraiment dans la même position que DC, parce que DC, ils ont quand même beaucoup de personnages originaux forts. Ils ont Batman, ils ont Superman, ils ont Wonder Woman, c'est quand même des figures fortes. Sony, le peu qu'ils possèdent encore de l'essence Marvel, ça va être du coup tout ce qui appartient plus au côté Spider-Man. Du fait du contrat qu'ils ont signé avec Marvel, Spider-Man, ils ont plus forcément la main dessus, même s'ils continuent à participer à la création des films avec Tom Holland. Il leur reste pas un os assez énorme à ronger, et il leur reste surtout ces espèces de sidekicks anti-héros méchants. C'est pas forcément très facile, on va dire, pour eux. Plus, il faut être honnête, Venom 1 et Venom 2 ont pas forcément pavé un chemin très simple. Autant Venom 1, je l'avais plutôt apprécié et j'avais bien aimé la proposition. Je sais que ça n'a pas forcément plu aux fans de comics, mais moi c'est pas mon cas. J'avais bien aimé la proposition du Venom, qui est très très drôle. J'aime beaucoup son cynisme et son côté hyper morbide et hyper violent, mais toujours avec une sorte d'humanité à travers l'humour que moi j'avais trouvé très sympa. Et le Venom 1, je l'avais plutôt bien apprécié. Contre le Venom 2, Let's There Be Carnage, je l'ai trouvé atroce et difficile à regarder et je n'ai pas du tout envie de le revoir. Ça donne pas envie. Et c'est là que arrive ce Morbius complètement défoncé par la critique. Moi je suis restée assez optimiste de base, même si les critiques étaient négatives, je me suis dit bon, c'est un réalisateur qui est nouveau dans l'univers du Sony super-héros-verse, c'est Daniel Espinosa. Daniel Espinosa, il a réalisé Life Origin Inconnue qui est sorti en 2017, que je veux apprécié sans plus, mais qui était sympathique, avec des scènes assez fun, il fallait le reconnaître. Enfin, il y a quand même quelques scènes qui m'ont marqué, c'est un film qui m'est resté, donc c'est quand même plutôt positif. En 2015, il avait réalisé L'Enfant 44. Alors là, j'ai moins de souvenirs, je sais que c'était un film que j'avais globalement apprécié, mais j'avais pas complètement été transportée. Et en 2010, il avait réalisé le film Easy Money. Il a pas une filmographie extrêmement impressionnante, mais en tout cas, c'est la première fois qu'il touche à l'univers du super-héros, donc je me suis dit qu'il allait peut-être pouvoir apporter quelque chose de nouveau et un renouveau à ces films de super-héros Sony. En plus, on a un casting qui est plutôt aguichant. Alors, évidemment, vous avez compris que j'aime beaucoup Jared Leto. Jared Leto, il a déjà joué dans des films de super-héros, puisqu'on l'a vu dans Suicide Squad, c'est lui qui fait le Joker de Suicide Squad. Honnêtement, j'ai apprécié pour l'acteur et pour le design qui a été apporté au Joker, mais bon, il faut reconnaître que c'est pas le plus impressionnant. Enfin, je veux dire, passer après Heath Ledger, de toute façon, faut être très très courageux. Je sais même pas comment il a pu se dire que ça serait positif pour sa carrière, parce que c'était très très difficile. Honnêtement, c'était un rôle qui était extrêmement compliqué à prendre. Et bon, en plus, le film Suicide Squad a été très très peu apprécié. Moi, c'est pas du tout un film que je déteste. Je l'ai revu plusieurs fois. J'aime beaucoup les musiques, j'aime l'humour, un petit peu décalé. J'ai beaucoup aimé le 2 également. Je comprends pas trop pourquoi les films Suicide Squad sont autant détestés. Moi, je les ai plutôt appréciés, mais bon, il faut reconnaître que le Joker de Jared Leto va pas rester dans les annales non plus. Il a également joué dans le film Mr. Nobody en 2019, et en 2000, il a été dans un film qui a été très marquant pour la décennie 2000, c'est Requiem for a Dream, qui est un film extrêmement dur, extrêmement difficile, mais fascinant. Donc il a quand même une filmographie assez intéressante, Jared Leto, et puis Jared Leto surtout, c'est un immortel, c'est un vrai vampire, enfin je veux dire, il est censé avoir 50 ans. La seule autre personne qui est comme ça, c'est Neo, là, l'acteur de Neo. Je veux dire, ce mec est immortel, on est d'accord qu'il vieillit pas. Il embellit même, c'est pas normal. Peut-être que c'est genre Benjamin Bottom, il vieillit à l'envers, enfin je sais pas. Mais en tout cas, Jared Leto, son palmarès le plus impressionnant, c'est de ressembler à ça à 50 ans, soyons honnêtes. Il partage l'affiche avec Matt Smith. Matt Smith, c'est quand même un acteur qui est assez demandé en ce moment. Il va jouer dans House of Dragon, la nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones. Donc c'est pas rien, il va jouer un Targaryen, je veux dire, niveau classe, on se situe quand même pas mal. En plus, il a également joué dans The Crown, puisqu'il joue un membre, il joue le mari de Elizabeth, la Queen Elizabeth. Donc il joue un membre de la famille royale d'Angleterre, je veux dire, c'est quand même pas mal non plus. Et puis c'est aussi ce qui a participé à sa renommée. De 2010 à 2014, il s'est fait un nom en jouant Doctor Who, donc en jouant le docteur dans la série Doctor Who. Là encore, je veux dire, c'est quand même un rôle qui est monumental. Moi, j'aime pas trop l'univers de Doctor Who. Je suis pas une grande fan, mais il faut reconnaître qu'avoir joué un docteur, c'est quand même un rôle qui marque. Et plus récemment, en 2021, on l'a vu dans le film Last Night in Soho, où il s'est fait quand même remarquer. Donc c'est un acteur qui a le vent en poupe et qui commence vraiment à s'imposer avec une filmographie assez impressionnante, et autant en série qu'en film, des choix assez judicieux.
Et il a fait le choix de jouer dans ce film. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit une licence de super-héros et une licence Marvel qui l'a attiré pour ajouter ça un petit peu à son palmarès et à sa diversité de rôles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait qu'un acteur comme lui travaille dans ce projet qui est Morbius, c'était plutôt positif. On retrouve également Adria Arjona qui a joué dans Pacific Rim Uprising. Je vous reparlerai pas de ce film parce que j'adore Pacific Rim, mais le 2, c'est pas possible. L'actrice est somme toute sympathique, mais pour le moment, elle a pas encore fait ses armes, on peut pas dire qu'elle se soit fait remarquer. On retrouve aussi Jared Harris. Jared Harris, il a joué que dans les séries que j'adore. Il a joué dans The Crown, il a joué dans The Terror, dont je vous ai déjà parlé quand je vous ai parlé de Against Ice, et il a joué dans Tchernobyl, qui, il faudra qu'on en parle un jour, c'est une série qui est incroyable, la série Tchernobyl, mais je pense que tout le monde l'a déjà vue parce qu'elle est juste géniale. Et on a également à l'affiche Michael Keaton, notre Michael Keaton national, ancien Batman, qui a joué dans la série Dopsic dont je vous ai parlé, Michael Keaton que j'adore, et Michael Keaton qu'on a déjà vu dans le monde des super-héros, puisque dans Spider-Man Homecoming, il jouait le méchant, le vautour. Donc on a quand même un beau casting. On a un réal qui s'est pas encore touché à l'univers du super-héros, on a un casting quand même assez charismatique, donc en soi les espoirs étaient présents. Oui, le héros n'est pas très connu, mais on pouvait avoir des attentes positives sur ce film. Au niveau du synopsis, on est sur quelque chose d'un peu plus classique et pas très original, il faut le reconnaître. Donc, Michael Morbius est un scientifique, un médecin, qui a d'ailleurs eu quand même le prix Nobel, enfin à qui on a proposé d'avoir le prix Nobel de médecine, et qui a une maladie dégénérescente, enfin on ne sait pas exactement ce qu'est sa maladie, son sang coagule, il reste pas fluide dans le corps. Et il fait des recherches pour essayer de se sauver et d'également sauver un ami à lui qu'il a depuis l'enfance qui a la même maladie. Sauf que ces recherches sont à la limite de la légalité et il va essayer d'expérimenter un mélange entre l'ADN humain et l'ADN des chauves-souris. Cela va le pousser à devenir une créature plus vraiment humaine, surhumaine. Il va partager, on va dire, des caractéristiques avec la chauve-souris. Une sorte de vampire des temps modernes, une sorte de Dracula nouvelle génération version scientifique. En soi, ça casse pas trop pattes à un canard, mais ça peut être très sympa mis à l'image. Moi, tu me vends du Dracula, j'attends quelque chose d'un peu baroque, d'un peu à l'ancienne, un peu charismatique, j'attends des grands manteaux, j'attends un mec qui brûle au soleil, voilà. J'attends quelque chose autour du mythe du vampire. Le mythe du vampire, certes, c'est vu, revu, revu, rebattu, etc. dans plein de genres, mais le mythe du vampire, ça reste toujours très efficace en soi. Le mythe du vampire, c'est un mythe qui a des siècles, fonctionne depuis des siècles, donc franchement, il n'y a aucune raison qui ferait que ce film ne fonctionne pas. Hormis peut-être sa photographie. Au niveau de la photographie, c'est pas très original. C'est sombre déjà. Ensuite, les scènes de combat sont extrêmement brouillonnes. Au même titre que Venom 2 Let There Be Carnage, je vous l'avais dit, les scènes de combat sont illisibles. Là, c'est pas très lisible non plus. Les effets spéciaux sont pas top. Honnêtement, pas top, assez creux. Ils renouvellent pas le genre, hein, clairement. En plus, on comprend pas trop ce qui se passe. Comme je vous dis, déjà c'est brouillon, mais en plus, voilà, les effets spéciaux sont pas de grande qualité. Clairement, on est plus sur des effets spéciaux qualité 2008-2010 que sur quelque chose de 2021-2022. Voilà, donc de ce côté-là, visuellement, on n'est pas impressionné. La photographie est pas transcendante. Bon, oui, on insiste un peu sur le côté sombre, avec des lumières un peu bleutées, voilà. Mais bon, quand on a une photographie comme celle de Batman, et qu'on a ça, je veux dire, dans la catégorie je suis sombre et ténébreux, on a eu du très fort récemment, et quand on a ça à côté, ça fait vraiment très pâle figure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est très plat. Il n'y a pas grand chose qui se passe visuellement, les costumes, voilà, je vous ai dit, je m'attendais à du baroque, du vampirique, du Dracula, du gothique un petit peu, pour avoir des clins d'œil au mythe. Pff, non, les costumes sont très plats, il n'y a pas vraiment d'identité visuelle particulière en fait. Le film essaye pas d'exister, il essaye pas d'avoir une identité, il essaye pas d'apporter quelque chose. Visuellement, t'as l'impression de voir quelque chose que t'as déjà vu 75 millions de fois. Ça manque d'intérêt, ça m'a fait penser à plein de films. Ce genre de film très oubliable, genre il y a un film qui s'appelait la Tour Noire, je crois. Super oubliable. Très récemment, je vous ai parlé du film Infinite. C'est le même genre, vous voyez, de trucs où, oui, bah l'histoire elle est légèrement différente, mais en soi, tout ce que tu vois, tu l'as déjà vu en fait. Et pour la BO, il n'y a pas vraiment d'orchestre, c'est une BO très random. T'aurais tapé BO City Life, Night City Life, voilà, hop. Voilà, je pense que t'as la musique qui sort automatiquement. Non, honnêtement, au niveau de l'identité, que ce soit visuelle, auditive, je veux dire créative, d'une platitude absolue. Et alors, c'est pas le pire. Parce que bon, quand créativement c'est pas ouf, tu te dis, on va combler avec l'histoire. Mais l'histoire est sans âme. Déjà, t'as l'impression de voir un truc en accéléré qui a été mal cuté. C'est-à-dire qu'il te manque plein de scènes pour donner de l'âme, pour donner de la réalité, pour donner de la tangibilité. Le film est pas du tout tangible. Le film ne se tient pas. Je sortais de l'histoire tout le temps. La moindre information qu'on te balance, elle est complètement télescopée. On te présente son enfance,
Ensuite, il reçoit le prix Nobel et il le veut pas. Ensuite, si. Ensuite, l'expérience. Ensuite, il est devenu. Ensuite, il contrôle. On dirait le résumé de la saison 1 d'une série au début de la saison 2. C'est-à-dire qu'il faut aller vite pour recontextualiser, et du coup on te fait toc 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 toutes les petites étapes, mais sans les trucs intermédiaires, sans les moments où c'est un peu complexe, ou un peu flou, où on réfléchit un peu, où on pose les émotions, où on construit les relations entre les personnages. Tous ces moments-là on les enlève, et on fait juste toc 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 les étapes nécessaires pour comprendre l'histoire. C'est triste. C'est triste, c'est super triste. C'est-à-dire que tous les moments où on devrait apporter de l'humanité et où on devrait apporter de la tangibilité à l'histoire et de la logique à l'histoire et de l'explication et de la construction et nourrir en fait le récit, tous ces moments-là n'existent pas. Vite fait une contextualisation du passif du perso, vite fait une contextualisation de sa situation actuelle, vite fait on te met hop, laboratoire, expérience, résultat de l'expérience. Tu sais pas comment le mec il arrive à des conclusions, il comprend direct ce qui lui arrive. Par contre dès qu'on lui pose des problèmes tout basiques, il sait plus. Donc c'est complètement illogique, ça ne se tient pas, c'est désossé. On dirait une histoire désossée. Puis en plus, sans émotion. Émotionnellement, c'est assez pauvre. Honnêtement, émotionnellement, c'est assez pauvre. Je ne me suis attachée à personne. Le plus grand moment d'émotion que j'ai eu dans le film, c'est le moment où Jared Leto, il est torse nu. S'il y a une blague drôle, qui est d'ailleurs une blague en référence à Venom. Il y a 2 ou 3 références qui sont glissées à Venom vite fait. Et puis l'antagoniste, il est affligeant. L'histoire d'amour, enfin la tension amoureuse, elle est affligeante. Parce qu'il se passe rien. Parce qu'on n'est pas dans l'histoire. C'est vraiment, on dirait un résumé. C'est triste. Pas parce que ce qui se raconte est triste, mais parce qu'on essaye de te raconter un truc et que tu t'intéresses pas du tout à ce qui se passe. Déjà parce que tu sais déjà comment ça va finir, hein. Il n'y a aucune surprise, tout est 100% prévisible, d'autant qu'on a déjà vu beaucoup de choses dans la bande-annonce. Mais en plus, bah, tu t'attaches à personne. Je comprends pourquoi tout le monde a défoncé le film. Est-ce que c'est pire que Venom 2 ? Je sais pas. C'est dans un autre style. Venom 2, ils essayent de faire un truc et ils échouent lamentablement, donc ils essayent vaguement de créer quelque chose et ils échouent lamentablement. Là, ils essayent rien, juste ils échouent. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a plus d'honneur à savoir que le film allait échouer et à pas s'acharner, ou à s'acharner pour un résultat médiocre ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, c'est juste deux façons de pourrir un univers. 2 façons différentes de pourrir un univers. Et puis alors, il faut qu'on parle de la scène post-générique, les gars. Oh, il faut qu'on en parle. Ça va pas du tout. Parce que là, ils m'ont achevé. C'est-à-dire, j'étais à terre comme ça. Je souffrais. J'avais souffert pendant 1h40 de film. J'étais là comme ça. Ah ! Et ils sont arrivés. Ils m'ont achevé avec la scène post-générique. Et honnêtement, c'était là, vraiment, faut achever l'animal, quoi. Faut mettre le coup fatal. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de super acteurs, que j'aime bien, qui sont là, dans une scène qui annonce quelque chose d'extrêmement inquiétant, qui est le Sony Spidey Marvel Cinematic Universe without Spidey, with the bad guys, but the bad guys are not bad. C'est... Il faut qu'on parle. Sony, il faut qu'on parle. Sony, voilà, j'ai déjà expliqué ça pour DC, mais DC c'est pas aussi terrible en fait. DC a de quoi faire au final. Au final, tu vois, je relativise DC. Sony, il faut qu'on parle. Le MCU, ça marche. Et c'est bien, mais c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche qu'il faut tous qu'on essaye de faire pareil. Parce que sinon, le truc qui marche, il y a plus... Enfin, le truc qui marche parce qu'il est lui. Il a apporté le truc. Il est porteur de ce truc-là. Et puis même, actuellement, le MCU est plutôt en perte de vitesse. Même si gros espoir sur le retour de Doctor Strange et l'ouverture des multivers et tout ça. Ça ouvre une light. Mais bon, le MCU, il est un peu en perte de vitesse. Et arriver après la bataille et faire la même chose en moins bien que le concurrent n'est pas une bonne idée. Non. Faut juste arrêter de copier en fait. Et ça vaut autant pour les univers de super-héros, avec du coup par exemple le MCU de Disney qui a tracé une ligne, tout le monde essaye de faire pareil, DC essaye de faire pareil, Sony avec ses morceaux de Marvel essaye de faire pareil. C'est l'originalité qui paye. Quel besoin t'as de faire comme les autres ? Parce que ça marche, mais ça a marché pour les autres, ça marchera pas forcément pour toi. Ça existe déjà, donc tu n'apportes rien. Ça marche aussi pour les séries. Parce que pour les séries, on va avoir Game of Thrones qui a été un succès phénoménal, et voilà que toutes les plateformes veulent faire comme HBO et avoir leur Game of Thrones. On va avoir les The Witcher, on va avoir les Ring of Power, on va avoir les La Roue du Temps. Faut arrêter de vouloir copier les succès des autres. Essayez de trouver votre propre monde à vous. Essayez de tracer d'ouvrir votre propre case, de tracer votre propre chemin. Enfin, quel besoin désespéré il y a de vouloir copier ce qui a réussi à côté, tout en sachant... Sincèrement, ils le savent, Sony, que ça ne pourra jamais aussi bien marcher que du MCU. Surtout si c'est pour nous produire des trucs comme ça. D'ici, ils ont réussi à se trouver un petit peu leur niche, qui fonctionne pas aussi bien, qui est bancale, qui est pas abouti, clairement pas abouti pour le moment, mais ils ont quand même trouvé leur niche un peu plus sombre, un peu plus adulte, avec un humour un peu...
cynico-gore autour de Suicide Squad. Voilà, mais Sony, il reste plus rien, il reste plus de place dans cet univers-là, des espèces de multivers de super-héros, il reste plus de place. Arrête de t'acharner, ne t'acharne pas, ne fais pas de mal à Michael Keaton et Jared Leto, arrête-toi là, stop. Je suis désolée, si c'est pour produire des trucs comme ça, tout ce que vous faites, c'est vous faire du mal. Parce qu'il y a de super acteurs, et il y a surtout de super équipes, et il y a plein de gens qui ont bossé sur ce film, tout ça pour que ce film se fasse défoncer par la critique. Et j'essaye de trouver du positif, mais honnêtement, là, c'était super douloureux. Et ça me fait de la peine. C'est triste parce que voilà, il y a des équipes qui ont bossé dessus, il y a du casting, il y a du taf, il y a beaucoup de taf sur ce film, il y a beaucoup de taf. Et j'ai pas envie de dire qu'il est nul. D'ailleurs, je dirais pas qu'il est nul parce que rien n'est totalement nul, il y a toujours des trucs à sauver. Je l'ai vu le film et je me suis pas enfuie en courant. En fait, c'est difficile de voir parce que tu le vois en fait, le chemin ce qu'ils essayent de faire, tu le vois et tu vois à quel point ils échouent. Et ça, c'est douloureux. C'est douloureux de voir qu'ils essayent et qu'ils échouent. Ça fait mal. Voilà, on va être honnête. Donc voilà, désolée pour cette critique un petit peu négative sur le film Morbius. J'ai vraiment essayé d'y aller positivement et d'ignorer le fait que tous les autres ont détesté le film, mais je pense que c'est un film qui est très difficile à apprécier, qui est très difficile à aimer. L'image que renvoie ce film a un côté très démoralisant parce que voilà, je vous le dis, on voit ce qu'ils essayent de faire et on voit à quel point ils n'y arrivent pas et c'est triste. Parce qu'on sent qu'il y a une lourde volonté et une lourde prétention derrière le film. Peut-être que s'il n'y avait pas autant et qu'ils le faisaient en mode non prise de tête et qu'ils essayaient pas de lier leurs films entre eux et qu'ils essayaient d'être chill et tranquille, ça serait moins difficile. Maintenant, je garde toujours espoir de voir du Amazing Spider-Man revenir et je garde toujours espoir de les voir trouver leur truc en fait. Trouver leur truc avec ces héros et en faire quelque chose parce que ce serait positif. Ce qu'on me propose en scène post-générique, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'aller voir à l'écran dans un film un peu plus long. Peut-être sur une série, et même sur une série. Je sais pas. C'est dommage, mais bon. En ce moment, on enchaîne un peu les avis négatifs. J'espère que mes visionnages là qui arrivent, il y a quand même de très belles sorties qui arrivent, vont être un peu plus positifs. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Je vous laisse ici, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages comme d'habitude, et nous on se dit à très vite. Petite parenthèse pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je sais pas si Morbius a un rapport avec Man-Bat, je connais pas du tout les comics, tout ça, mais en tout cas ce film m'a vraiment fait penser à l'extrait iconique de Big Bang Theory que je vous mets juste après. If Man-Bat dressed up as a man to fight crime, would he be Man-Batman? No, he'd be Batman-Bat. But wouldn't Man-Batman just be a Batman that was bitten by a radioactive man? But Batman is a man. You're talking about a man who would have the powers of a man. That's just Man-Man.